Salut à tous, c'est Alex Darmon pour un défi. Aujourd'hui, on teste un nouveau format ici au ministère de la Transition écologique. On va faire un débat. On est reçu par la ministre Barbara Pompili et plusieurs invités vont s'exprimer, vont parler. On aura Marie Gariazo qui travaille pour l'IFOP, Hugo Clément, Sébastien Kopp de Veja et même Sylvie Monnier qui est agroforesterie. Vous verrez ce que c'est tout ça. Venez, on va faire un débat. Moi, j'ai besoin de réfléchir. Moi je suis Alex Darmon, je suis youtubeur, j'ai une chaîne, Les Indécis, et j'ai accepté de participer et d'animer ce débat parce que je suis un défi, en fait, je ne sais jamais rien et je veux toujours apprendre. Donc on a sollicité notre communauté sur les réseaux sociaux pour leur demander des questions, vous verrez tout à l'heure, mais surtout d'abord on a un très beau panel. Merci de nous recevoir. Bonsoir à toutes et à tous, à vous là et à vous là. Je suis très très heureuse de vous accueillir dans ce ministère de la Transition écologique pour cette première édition des Voix de l'écologie. À vous la parole, Alex. À ma gauche, Hugo Clément, vous vous consacrez à la sensibilisation des questions écologiques à travers vos reportages. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Marie Gariazo, vous êtes politologue et vous travaillez à l'IFOP. Vous êtes directrice adjointe du département Opinion à l'IFOP. Merci d'être avec nous. Sylvie Monnier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes experte et conseillère en agroforesterie. Et je termine par vous, Sébastien. Je suis très heureux de vous avoir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Veja. Tous ensemble, on va donc parler, et vous êtes les voix de l'écologie ce soir, les premières voix de l'écologie. Une première question pour ouvrir ce débat. Madame la ministre, quel a été votre déclic sur l'écologie? Comment vous êtes dit, je vais en 2000 rejoindre les Verts? Je ne sais pas si on peut dire qu'on a un déclic à un moment. Enfin, il y en a certainement. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui a poussé tout doucement. En fait, j'ai grandi, moi, à Liévin, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. On a toujours beaucoup de chômage, on a toujours beaucoup de désespoir social. On a un vote pour les extrêmes qui s'est beaucoup développé, ou une abstention. Et je crois que c'est ça qui m'a formée pendant toute ma jeunesse. Et je me suis dit, mais bon sang, quand on fait de la politique, la première chose qu'on doit faire, c'est essayer d'anticiper. C'est avoir un coup d'avance. Et donc, c'est ce qui m'a forcément amenée vers l'écologie. Parce que l'écologie, c'est le truc, il y a toujours une urgence avant. Il y a toujours un truc d'abord. Et donc, oui, l'écologie, c'est bien, mais on s'en occupera après. Je crois que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une crise profonde de société. On va transformer notre industrie, on va transformer notre économie, on va tout transformer. Sylvie Monnier, je l'ai dit, vous êtes experte en agroforesterie et éleveuse en Auvergne en même temps. Exactement. Même question que pour la ministre, comment vous avez eu le déclic? Donc mon travail au quotidien, c'est de travailler avec les agriculteurs pour remettre et réconcilier le monde agricole avec les arbres sur leurs parcelles. Donc ça, c'est vraiment mon travail. Et après, pour mon déclic, pour moi, c'est assez simple. J'ai réalisé qu'il y avait une séparation majeure entre le monde agricole et les arbres et que les agriculteurs n'étaient pas du tout sensibilisés aux arbres, voire qu'ils ne les aimaient plus et qu'il y avait du coup un travail à faire pour les réconcilier à l'arbre avec des entrées agro-écologiques. Et c'est mon engagement depuis 21 ans. Et après, comme Madame la Ministre, on évolue dans le temps. Et depuis 21 ans, moi, je vois l'évolution du changement climatique sur nos forêts, sur nos haies, les difficultés de reprise de nos jeunes plantations de haies dans le temps, avec les canicules, les sécheresses, les excès d'eau. Et là, je me dis que c'est maintenant qu'il faut replanter d'urgence, parce que dans 20 ans, ce sera encore plus dur. Merci beaucoup, Sébastien Kopp. Comment vous avez mis, vous, l'écologie au cœur de votre activité entrepreneuriale? Moi, j'ai plutôt changé de voie à cause d'un grand malaise. Parce que je ne me sentais pas très à l'aise dans la société dans laquelle je vivais. Je ne me sentais pas très à l'aise avec le capitalisme, avec la mondialisation. On était deux meilleurs potes de lycée, et on a essayé de déconstruire un produit qu'on adorait, qui sont les baskets, de le déconstruire pour le reconstruire complètement différemment. Mais c'est aussi bien d'un point de vue écologique, c'est-à-dire avec des matières qui respectent la planète, qui respectent les hommes et les femmes qui les cultivent, que d'un point de vue social. Quelle année de fondation Veja? 2005, c'est ça? On change en 2003, on construit le projet en 2004 et on lance en 2005. Ouais. Et on a 24 ans, avec 5 000 euros. Bravo, merci. Hugo Clément, même question que pour les autres ce soir. Le déclic, il est arrivé où? Quand? Moi, le déclic, il est arrivé à travers mon métier, à travers les reportages. Et en fait, partout où j'allais dans le monde, je constatais de mes yeux la catastrophe en cours. Et plus ça va, plus je me rends compte que la situation s'aggrave. Et je me suis dit à l'époque qu'il y avait un gros décalage entre la réalité du terrain et la place qu'occupait ce sujet dans les médias, dans l'information. Alors ça va mieux aujourd'hui, mais ça reste quand même encore un sujet, comme le disait Madame la Ministre, qui passe un peu
après les autres. Même quand il y a des grosses actualités, c'est dur et c'est très rare d'en faire la une. Et donc c'est pour ça que moi, à mon niveau, j'ai eu envie de me consacrer à 100% à ce sujet-là et d'essayer de pousser ce sujet dans les médias. Voilà. Moi j'ai une question pour Hugo tout de suite. Sur le front, vous venez d'en parler, c'est votre émission. Vous avez écrit aussi un livre l'année dernière, Journal de guerre écologique. C'est un combat en fait d'être pour l'écologie aujourd'hui en France ? Ah ben c'est un combat. Il y a une étude qui est sortie qui estime qu'en 2070, il y a un tiers de l'humanité qui vivra dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui. Donc quand aujourd'hui on s'inquiète des vagues de migration, quand on a l'impression que c'est impossible à gérer, mais c'est rien. C'est un échauffement par rapport à ce qui va se passer. Donc on se dirige, si rien ne change, vers un monde en crise permanente, avec des conflits qui vont se multiplier, des millions de gens qui vont mourir à cause du changement climatique et à cause de l'effondrement de la biodiversité. Donc je pense que le terme de guerre n'est pas un terme inadapté. Et ce qu'on fait en tant qu'espèce au vivant, c'est une guerre. Le mot guerre pour moi n'est pas forcément le terme approprié, mais combat oui. En tout cas combat au début de ma carrière. En 2000, il fallait se battre pour préserver les haies et en replanter. Mais c'était une guerre technique. C'était arriver à trouver les bons argumentaires pour faire changer les mentalités. Et le changement climatique, à l'inverse, surtout la crise des 4 dernières années, a bouleversé en fait notre monde agricole, qui a subi des sécheresses épouvantables, des canicules épouvantables, des maïs ont brûlé intégralement, des vignes ont complètement été en perte de production et de rendement. Du coup, ils nous aident maintenant. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accélération nous permet d'accélérer notre travail de terrain. Du coup, ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, c'est dramatique et on voit plein de choses qui sont dramatiques et qu'on n'arrive pas à faire évoluer. Mais d'un autre côté, ça aide à la prise de conscience. Et pour le coup, le monde agricole qui est au quotidien avec cette difficulté qu'est la nature, là, pour le coup, ça réagit positivement. Juste pour répondre à la question d'avant sur la guerre, il y a, je pense, un combat à mener, mais avec le sourire, en apportant du plaisir, en étant aussi en montrant des voies qui sont praticables. L'enjeu de notre génération, c'est de proposer. C'est de proposer des choses qui changent la donne. C'est d'essayer d'aller de l'avant, de combattre contre, oui, essayer d'arrêter de convaincre non-stop, mais plutôt de faire, parce que je pense que c'est la meilleure manière de convaincre. On doit pouvoir être capable, quand on est dans des positions où on peut porter un message, c'est porter un message, oui, ça va être dur, oui, on a des gros défis, mais oui, il y a des solutions et on peut les porter. Mais il y a aussi une immense partie de la population qui dit oui, il y a des problèmes, mais moi, j'ai ma fin du mois. Mais moi, vous êtes gentil, mais moi, j'ai besoin de ma voiture diesel, là. Oui, surtout en ce moment. Enfin, vous savez, voilà. j'ai un peu un sujet en ce moment. Ouais. J'ai besoin de ma voiture diesel. Moi, comment vous voulez que je fasse pour aller travailler tous les jours? Donc oui, j'aimerais bien pouvoir m'acheter une voiture électrique, mais là, je ne peux pas tout de suite. Je fais comment? Et donc, c'est toujours, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a toujours cette urgence à vivre pour des gens qui vivent mal, y compris dans notre pays en France, des gens qui ont des difficultés et qui, eux, vont nous dire, cette transition, je comprends, mais moi, je ne suis pas dedans. Et donc, il faut réussir à emmener ces gens-là. Et si on réussit à emmener ces gens-là, là, on aura réussi. Pas ceux qui sont déjà convaincus. Vous vouliez réagir, Hugo? Je pense qu'il y a, pour ne pas décourager les gens, ça passe aussi par le respect de la parole donnée. Et quand on promet d'interdire le glyphosate et qu'on ne le fait pas, quand on promet de reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne et qu'on ne le fait pas, quand on promet pendant une campagne présidentielle d'installer de manière obligatoire des caméras de surveillance dans tous les abattoirs et qu'on ne le fait pas, quand on promet de protéger la biodiversité et qu'on plie face au lobby des chasseurs en autorisant des chasses cruelles non sélectives, quand... Désolé, hein. Quand... Et... Tu dis aussi tout ce qui a été fait. Oui, non mais... Oui. Allez, alors, on a autant. non mais je dis pas... Alors moi je ne fais pas partie des gens qui disent que rien n'est fait. Le découragement aujourd'hui, moi je connais beaucoup les militants qui défendent l'environnement, ils sont découragés par le fait de voir que quelques lobbies très organisés, très puissants comme celui des chasseurs, arrivent à obtenir des décisions contre l'intérêt de la biodiversité et contre la volonté de l'écrasante majorité de la population. Quand vous regardez n'importe quel sondage sur les chasses traditionnelles, donc je vous rappelle ce que c'est, c'est pendre des oiseaux, l'écrasante majorité des Français sont contre, toutes couleurs politiques confondues. Pourquoi on continue à plier face au lobby des chasseurs ? Ça, c'est vraiment quelque chose de décourageant. Et quand les gens voient qu'il y a des promesses qui sont faites qui ne sont pas tenues, c'est décourageant. Moi, la première chose qui revient quand je parle avec les gens, c'est ça, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire, simples citoyens, si les politiques qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir d'agir, ne font rien ou ne font pas assez ? Oui, il ne faut pas être aveugle
il y a des lobbies et nombreux, face auxquels le rôle du politique, c'est de faire passer avant l'intérêt général. C'est pas toujours simple, parce que des lobbies, il y en a sur tout. Quand je suis arrivée à ce ministère, il y a 1 an, je me suis dit que sur ces questions des chasses, oui, il y a un sujet de lobby, clairement, et personne ne le cache. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est me concentrer sur la question de la préservation de la biodiversité. C'est pour ça que mon premier combat, ça a été la question de la chasse à la glu, parce que la chasse à la glu, on le savait, c'était une chasse non sélective, il n'y avait pas trop de débat là-dessus. Et donc j'ai tenu bon, et on a fini par obtenir la fin de la chasse à la glu. Ça, tous mes prédécesseurs s'y étaient cassés les dents depuis des années, et je suis fière qu'on y soit arrivé. Sur un défi sur la chaîne YouTube, on a été voir les Français avec Alix, et on leur a posé la question, est-ce que vous êtes écolo? C'est une question un peu générale. À chaque fois qu'on pose, oui, je suis écolo, je suis pas écolo. Moi-même, je sais pas si je suis écolo. Regardez ce qu'ont répondu les gens dans la rue, tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a pas longtemps, je me suis posé la question, c'est quoi être écolo? Parce que tout le monde se dit facilement engagé pour l'environnement, je suis écolo, je fais ci, je fais ça. Non, sérieusement. C'est quoi être écolo? Je vous propose qu'on aille voir ça. Est-ce que vous vous sentez écolo? Bien sûr. Pas du tout. Non, j'avoue pas vraiment. Ouais, un petit peu, ouais. Pourquoi un petit peu? Moi, j'ai arrêté de manger de la viande il y a 4 mois, mais je suis pas totalement écolo non plus. Je continue de consommer quand même pas mal. Alors, je sais pas si je me sens écolo. Quel a été le déclic en fait pour changer un peu tout ce mode de vie? J'ai 3 enfants. Tout simplement, faites 3 enfants. Non. Ça a été graduel, ma prise de conscience. Je vois que ça va mal. À mon avis, on fait trop passer tout ce qui est monétaire, financier, avant des choses bien plus humaines. La moula avant le climat, voilà. Ouais. Et alors nous, du côté d'Indécis, on a posé la question à notre communauté et on a 45% d'écolo. Bah, c'est pas mal quand même, hein. Mais j'ai bien envie de creuser ça. Comment il faudrait en parler pour faire bouger les choses? Je pense qu'il y a des actions concrètes. Manger moins de viande, moins utiliser la voiture. C'est de traiter les déchets. Est-ce que tu trouves qu'on parle assez de l'écologie? On en parle assez, oui, mais est-ce qu'on fait des actes pour? Pas forcément. Et alors nous, sur notre Instagram Indécis Off, on a posé la question quels sont les principaux enjeux environnementaux, et nos abonnés nous ont donné quelques réponses. Ça peut être la question des vêtements, il y a aussi manger simplement local. On a même une petite astuce de Pierre Bibs qui dit les déplacements Paris-Rome, l'avion c'est quand même 100 € moins cher que le train, donc compliqué de changer son mode de vie. Bref, je vous propose qu'on aille un peu voir ce qui se passe et ce qui se dit sur les enjeux environnementaux. Si je vous dis problèmes environnementaux, à quoi vous pensez d'abord? Je pense plus à tout ce qui est déforestation, la fonte des glaciers. Les océans déjà. Il y a plein d'animaux qui ont disparu. Moi, j'avoue, j'ai pas de gamin et je sais pas si j'en ferai à cause de ça. Quelle est la dernière fois sur l'environnement que tu as pu entendre? C'est l'augmentation du prix de l'essence et de la taxe dessus. Ah, et Paris à 30 km/h aussi. Et alors? Et alors, ça fait chier. c'est chiant. Voilà, c'est clair. Non, il y a plein de choses dans ce micro-trottoir, c'est hyper intéressant. Marie, je me tourne vers vous. C'est vrai que l'écologie a évolué dans la société française. On a multiplié par 2 le temps dans les JT depuis 20 ans quand on parle d'écologie. On parle 6 fois plus d'environnement dans la presse depuis 1990, mais toujours moins que dans les JT. Ça a quand même beaucoup évolué, la place de l'écologie dans les médias et dans la société. Et pour les Français, comment ça a évolué? Alors oui, ça a évolué. Alors bon, je vais reprendre un peu des choses qu'on a dit tout à l'heure, hein. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est une thématique montante qui imprime dans l'opinion, mais pas suffisamment rapidement pour toute une partie de la population. La protection de l'environnement n'arrive pas dans le peloton de tête, hein. On a d'abord la santé, la lutte contre la délinquance, le terrorisme, le pouvoir d'achat. Enfin, on a toutes ces problématiques-là, l'éducation également. Mais ce qu'on voit, c'est que la protection de l'environnement arrive avec 53%. Donc c'est quand même déterminant pour 53% des électeurs français. Mais si on compare par rapport à 2017, c'est plus 16 points. Et c'est quasiment l'item qui progresse le plus avec la sécurité. C'est vrai qu'on attend beaucoup des politiques. Alors on peut attendre au niveau de l'État, mais nous on va attendre la même chose d'un conseil départemental, d'une commune pour qu'elles s'investissent. On va attendre des entreprises privées, agricoles, les gros groupes, les grosses coopératives pour qu'elles évoluent. Et en 20 ans, sur ce sujet qu'est la haie, qui était totalement, c'était même hostile contre la haie il y a 20 ans. Vous achetez du lait avec marqué 190 jours de pâturage, ça veut dire quoi? Ça veut dire des vaches qui sont ressorties des bâtiments, alors qu'avant elles étaient dans les bâtiments il y a encore 10 ans. Aujourd'hui elles repassent à l'herbe et on va pouvoir replanter des arbres pour les mettre à l'ombre. Elles vont pouvoir se gratter le cou, grignoter des feuilles. Moi je vois des choses depuis 20 ans et je vois aussi que l'argent public, quand il est bien réfléchi et bien investi dans les territoires, on peut faire bien, à condition de se fédérer et de relever des challenges. Et c'est plus le challenge que le combat aussi. Moi je vais donner mon avis, même si on ne me l'a pas demandé. Quel est ton avis? Non, mais c'est toi qui as le micro. Voilà, je suis un défi. Mais moi, mon avis, c'est dans mon travail de tous les jours. On a fait une émission, par exemple, pour les enfants. Et je vous promets que les premières questions qui viennent poser, parce que c'est un appel à questions, c'est autour de l'écologie. Et c'est ce qui les intéresse. Donc moi, j'ai envie de voir de l'espoir là-dedans, en disant qu'ils seront les patrons de demain, et peut-être qu'eux prendront ça à bras-le-corps. Moi, je suis contre la déresponsabilisation généralisée. Là, le fait qu'on ait des jeunes qui se bougent, qu'on ait une société de plus en plus consciente des sujets,
ça fait énormément bouger les choses. On a des entreprises, maintenant, on n'a plus une entreprise qui ne peut plus parler de ces questions-là. Avant... À parler, elles en parlent. Non. Ça, parler, elles en parlent. Elles en parlent beaucoup. Le greenwashing, j'ai été la première à le dénoncer il y a bien longtemps. Avant, le greenwashing, c'était oui, on fait notre petit rapport annuel et puis on a fait des chiottes avec des vitesses différentes, là, avec 5 litres, 1 litre, et c'est formidable, on a fait notre BA pour l'écologie. Sauf que les gens, justement, le fait qu'il y ait une information qui coule partout, qui est de la transparence, que maintenant on ne peut plus cacher les choses, ça ne fonctionne plus de la même manière. Non, moi je voudrais juste rajouter, parce qu'on en a parlé un petit peu juste avant aussi, qu'on gagnerait aussi à aller voir les territoires. Enfin, il y a quand même une vision très parisienne, des enjeux très parisiens. Voilà, les pistes cyclables, c'est extrêmement bien, mais est-ce que ça parle à beaucoup de monde en France? Pareil, manger de la viande, enfin, toutes ces thématiques, en fait, elles créent des polémiques qui ne sont pas vécues pareil dans les territoires. On a tendance à avoir une vision très en silo, finalement, de cette problématique, qui fait qu'on a du mal à fédérer les différentes populations. Parce que finalement, dans les catégories populaires, il y en a qui sont beaucoup plus écolos. Il n'y a pas de valorisation de ça et il n'y a pas de communauté de dialogue sur ça. Et je pense que c'est aussi un des chemins à creuser. J'ai une question collective. On est au ministère de la Transition écologique. On va imaginer que vous êtes un peu tous ministres ce soir. Si c'est juste, alors, on imagine. Je vous laisse parler. Une proposition, une idée que vous avez envie de défendre, chacun à votre tour. On va commencer par Sylvie. J'aurais tendance à dire toujours une meilleure prise en compte des arbres dans la politique agricole commune. C'est le meilleur levier pour préserver et faire replanter les arbres. Et puis effectivement accompagner nos filières agricoles à cette transition agroécologique et dans un état d'esprit fédérateur et positif, et en permettant aux citoyens qui a effectivement envie d'agir, de pouvoir agir dans l'achat du produit. Ça, je pense que ça fait bouger, et je pense que chacun est à sa place là. Enfin, ça peut être vraiment du citoyen à l'agriculteur en passant par les grands groupes. Je pense qu'on peut s'y retrouver. Vous parlez bien, Sylvie, j'ai envie de voter pour vous. Marie, est-ce que vous avez, vous, une idée? Alors moi, je vais me cacher derrière les sondages, hein, toujours. Oui. Mais parce qu'on a fait un sondage donc, sur les propositions de Yannick Jadot, et je dirais que celle qui remporte le plus l'adhésion, c'est lutter contre l'élevage industriel et intensif. Donc, du coup, je dirais que voilà, améliorer les conditions de l'élevage en France, et notamment la traçabilité sur le bien-être animal, ce genre de choses. Sébastien? Non, c'est peut-être plus d'humilité à tous les niveaux. On est un pays qui regarde beaucoup vers le haut, qui pense que tous les maux et toutes les solutions viennent de l'État. Et je trouve que les gouvernants et les gouvernantes en jouent beaucoup, alors que la voie est libre pour plein d'initiatives de chacune et chacun. Hugo, je peux en dire deux? Oui, allez-y. Alors déjà, moi je trouve complètement anormal qu'on puisse vendre en France des produits qui sont fabriqués à l'étranger dans des conditions qui seraient illégales en France. Ce qui est totalement une injustice pour les entreprises françaises, les producteurs français qui respectent des normes plus strictes que dans beaucoup de pays et qui se retrouvent en concurrence avec des produits faits dans des conditions catastrophiques pour l'environnement. Et la deuxième mesure, l'élevage intensif, il est subventionné aujourd'hui. L'État, l'argent public, l'argent européen, finance des élevages ultra-intensifs, des agrandissements d'élevages ultra-intensifs. Donc c'est un choix politique. Le jour où on donne l'argent aux agriculteurs pour qu'ils arrêtent l'élevage intensif plutôt pour qu'ils continuent, l'élevage intensif c'est terminé. En tant que ministre de l'écologie, ce que je souhaiterais, c'est qu'il n'y ait plus de ministre de l'écologie. Ah bon? Ce que je souhaiterais, c'est que, en fait, toutes nos politiques soient imprégnées d'écologie. Ce que j'aimerais, c'est que, en gros, plus tard, le Premier ministre, en fait, ce soit de facto le ministre de l'écologie et qui gère tout ça. Et je considérerais que si un jour on devait supprimer ce ministère, ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Et il y a des questions des internautes, on va quand même en poser quelques-unes. Il y a Emma qui demande si notre empreinte numérique nuit à l'environnement, comment la limiter? Arrêtez d'acheter des portables neufs, prenez des portables reconditionnés. L'empreinte numérique, c'est 75%, c'est la fabrication des téléphones et des ordinateurs. Donc, s'il vous plaît, prenez du reconditionné. Pourquoi acheter un t-shirt à 40 € plutôt qu'un t-shirt à 4 €? Il y a vraiment une différence? Il y a une différence dans les matières premières utilisées, qui sont dans un t-shirt à 4 €. En gros, la marque ne sait pas du tout d'où vient la matière utilisée. Et un vrai souci, je pense, de fabrication. Mais je pense que Hugo a répondu tout à l'heure. C'est des usines qui sont au Bangladesh, en Éthiopie.
dans laquelle même rentrer est un cauchemar. Donc, y travailler, n'en parlons pas. Entre 40 € et 2 €, moi j'ai envie de dire, les gens qui ont les moyens de s'acheter un t-shirt à 40 €, bah, qu'ils le fassent et qu'ils aillent vers du Made in France, des produits plus responsables que la fast fashion. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un t-shirt à 40 €. Donc qu'est-ce que ces gens font? Est-ce qu'il faut qu'ils restent torse nu? Je ne le pense pas, je ne vous conseille pas pour votre carrière professionnelle. Mais en tout cas, ce que disent les associations qui bossent sur ce secteur-là, le premier conseil, c'est même si vous avez des t-shirts à 2 € et que vous achetez des t-shirts à 2 €, c'est pas grave, mais gardez-les le plus longtemps possible. Gardez-les le plus longtemps possible. Le gros problème, c'est la surconsommation de vêtements. Et le fait que c'est tellement pas cher aujourd'hui, c'est aussi plus cher de boire un café en terrasse à Paris que d'acheter un t-shirt. Et ben, du coup, ça pousse à surconsommer tout le temps. Ils sortent des nouvelles gammes tout le temps avec un prix dérisoire. Et donc, on est poussé à surconsommer. Et je crois qu'il y a un sondage qui était sorti, je ne sais pas si c'était vous, sur le pourcentage de vêtements qu'on n'utilise pas dans notre garde-robe. Et c'était hallucinant. C'était 60-70% des vêtements qu'on ne met jamais ou qu'on a mis une fois et qu'on ne remet jamais. Ben, en fait, tout ça, il faut juste se dire que voilà, même si on n'a pas les moyens, on peut acheter des vêtements à 2 €, mais au moins qu'on en achète peu et qu'on les garde le plus longtemps possible. Pourquoi sortir à tout prix du nucléaire alors que c'est l'énergie qui produit le moins de carbone? Elle produit moins de carbone, mais elle produit beaucoup de déchets. Et des déchets qu'on ne sait pas gérer. Pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, on va devoir switcher des usages, les passer du pétrole à l'électrique, comme les voitures par exemple. Si on veut baisser nos gaz à effet de serre, il faut construire beaucoup d'énergie renouvelable partout. Alors il faut le faire bien sur les territoires, il faut en discuter, mais il en faut partout. Et après sur le nucléaire, nos vieilles centrales là, on les a construites tous en même temps. Et donc si on ne veut pas se retrouver à un moment à devoir toutes les arrêter en même temps, il faut qu'on étale un peu. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est pour ça qu'on va baisser notre part du nucléaire de 70 à peu près à 50% d'ici 2035. Et après, on verra ce qu'on fait après. Est-ce que on les éteint tout au fur et à mesure, ou est-ce qu'on en reconstruit d'autres? Ça, c'est des débats qui vont avoir lieu très bientôt. Moi, je ne veux pas qu'on s'occupe de parler que du nucléaire. Le nucléaire n'est pas la solution dans les 15 ans qui viennent. La solution dans les 15 ans qui viennent, c'est les renouvelables. Alors, s'il vous plaît, si vous avez un combat à mener en ce moment, c'est le combat pour qu'on développe les renouvelables et qu'on le fasse bien. Bon, c'était cool. C'était bien. Parle pour toi, je suis pas sûr que ce soit leur cas. Non, c'était intéressant, honnêtement. Si ça vous intéresse, applaudissez. Normalement, vous avez applaudi. C'est un peu biaisé ton sondage. Je sais pas ce qu'en pense la spécialiste des sondages, je suis pas sûr que ce soit biaisé. Merci infiniment d'être venu nous rencontrer pour ce premier numéro de Les Voix de l'écologie. Madame la ministre, merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans l'auditorium du ministère de la Transition écologique. Puis il y aura peut-être d'autres numéros, on verra. Merci à vous de nous avoir suivis en direct sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt.